Je suis sur le site médecinesciences.org. Il s'agit d'un article du 19 septembre 2018. Le partage des données génétiques, un nouveau capital. Par Henri Cortot-Steuclé, Ninon Forster, Philippe Charlier, Odyssée Bloch, Christian Hervé, Mauro Tourini et Guillaume Vaux. Du laboratoire de génétique humaine négligé, du Centre national de recherche en génomique humaine, du Centre de droit européen, du département des consultations et de santé publique, de l'équipe d'anthropologie médicale et médico-légale, des avocats au barreau de Paris et de New York, de l'Académie internationale d'éthique, médecine et politique publique, de l'Université de Nantes, du laboratoire de génétique humaine négligé à l'INSERM, de l'Institut Raphaël, maison de l'après-cancer. Résumé. En l'espace de 3 décennies, différentes biotech, principalement nord-américaines, sont devenues expertes dans la production, le traitement et l'analyse de volumes considérables de données génétiques. Elles ont dépassé celles des plateformes académiques habituelles grâce à l'appropriation d'un nouveau modèle économique, celui de marché biface. Ainsi, en appliquant les idées du Web 2.0, ces biotech, interdites en France, permettent aujourd'hui à des millions d'usagers de produire et de partager des données, en particulier génétiques, entre eux ou avec des tiers, à travers un réseau numérique riche en informations et en services entre guillemets gratuits. Mais en réalité, la donnée est devenue un moyen de paiement pour l'accès à ces réseaux et l'usage de ces services. À l'ère de l'économie numérique, le partage des données est devenu synonyme d'échange commercial et la donnée génétique synonyme de capital. À l'ère de l'économie numérique, la génétique n'est plus l'exclusivité des généticiens et l'est encore moins du monde académique. Elle intègre aujourd'hui une grande pluralité et diversité d'éléments interagissant de façon dynamique. Ils vont du patient au clinicien, du chercheur à l'industriel, en passant par différentes structures publiques ou privées, académiques ou non, qui permettent d'organiser et de faire fonctionner de façon plus ou moins ordonnée ce nouvel ensemble complexe. En effet, en l'espace de 3 décennies, des biotech principalement nord-américaines, Myriad Genetics, 23andMe, Ancestry DNA, MyHeritage, etc., sont devenues expertes dans la production, le traitement et l'analyse de volumes importants de données génétiques qui dépassent désormais ceux des plateformes académiques habituelles. La majeure partie de leur succès tient aujourd'hui à l'appropriation d'un nouveau modèle économique, celui de marché biface. L'idée générale de ce modèle est de produire une quantité importante de données par l'intermédiaire d'un réseau numérique dynamique, interactif et attractif, que ce soit en termes de prix ou de services intégrés, connectant un nombre considérable d'usagers. Les données, sous couvert d'un accord express des usagers, sont ensuite stockées et valorisées auprès de tiers. Ce contrat ou accord express entre guillemets est censé être en adéquation avec la législation et la réglementation des différents pays. Un mot est alors utilisé pour stimuler l'usager dans ce processus de production et de valorisation de données, celui de partage entre guillemets. Derrière ce mot, l'idée serait que les usagers ne produiraient pas ou ne vendraient pas des données à une entreprise privée. En appliquant les idées du Web 2.0 au système d'information de santé classique, l'entreprise privée
aiderait les usagers à partager des données entre eux ou avec des tiers à travers un réseau numérique riche en informations et en services quasi gratuits entre guillemets, mais partage qui nécessiterait certaines contreparties. Cette nouvelle idée du partage suscite alors au moins deux interrogations quant au sens caché du mot partage et de son impact sur la génétique. Le partage serait-il devenu synonyme d'échange commercial et la donnée génétique synonyme de capital? De la production au partage de données. En informatique, la donnée ou data en anglais signifie le plus généralement une information numérisée et stockée sur des serveurs informatiques. Cette donnée peut aussi signifier une information brute, pauvre en information, c'est-à-dire une information dont la valeur d'usage n'a pas encore été déterminée. Avec la donnée génétique, on voit bien que celle-ci peut avoir plusieurs valeurs d'usage, cliniques, scientifiques, économiques, etc. C'est donc le choix d'une valeur d'usage suivant différents processus d'analyse et de traitement qui la transformera en une information avec une finalité précise. Ainsi, la donnée est une information sans valeur d'usage, tandis que l'information est une donnée ou un ensemble de données ayant au moins une valeur d'usage. Et comme on va le voir, la donnée et l'information ont toutes les deux une valeur d'échange. Mais revenons sur la question des moyens et des modalités de production, entre guillemets, de la donnée en général. Les moyens usuels dits de communication sont devenus des moyens de production de données, dont un large panel existe aujourd'hui. Ces moyens vont de la simple feuille de papier à l'ordinateur, en passant par les tablettes numériques et les smartphones. À l'ère du numérique, ces derniers sont en train de devenir les principaux moyens de production, les smartphones. Deux modalités principales de production de données ont été identifiées, la production dite centralisée et la production dite spontanée. La production centralisée de données signifie que la production est assurée majoritairement par une structure, institut, hôpital, entreprise, contrôlant un réseau informatique ou numérique comprenant différents usagers. A l'inverse, la production spontanée de données signifie que la production est assurée majoritairement par les usagers du réseau numérique qui deviennent aussi des producteurs usagers ou en anglais producer. Cette production spontanée, innovante par sa nouveauté et son originalité, caractérise les réseaux dits socio-numériques, qui sont souvent contrôlés par les entreprises. Ces réseaux socio-numériques, comme Facebook, ont associé cette production spontanée de données à l'idée de partage. Rappelons alors que le partage signifie le plus communément un don ou une distribution consciente de biens matériels ou immatériels, sans réciprocité ni obligation mutuelle, directes ou indirectes, nécessairement attendues. Aujourd'hui, ce partage de données s'effectue majoritairement sur Internet, périmètre plus ou moins délimité juridiquement, contrôlé par quelques entreprises privées, dont les plus connues sont les GAFA. GAFA pour Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. aux États-Unis, mais aussi les BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine. L'objectif premier d'une entreprise privée est de réaliser des bénéfices. Or, pour permettre ce partage entre guillemets entre usagers, ces entreprises privées mettent à disposition gratuitement entre guillemets aux usagers du réseau différents services, navigateur internet, email, chat, agenda, etc. Chacun de ces services ont inévitablement eu un coût de création et de développement. Alors comment génèrent-elles des bénéfices?
Au début des années 2000, un nouveau modèle économique a été identifié et théorisé par les économistes. Il s'agit du marché biface, ou Two-Sided Market en anglais. Ici, l'entreprise privée ou plateforme biface offre gratuitement sur la première face différents services numériques aux consommateurs, demandeurs, afin d'obtenir et de stocker différents types de données les concernant, qu'elle transforme en informations valorisées sur la seconde face, donc valorisées à la fois en termes d'échange et d'usage sur la seconde face, auprès d'autres entreprises ou structures. Les bénéfices réalisés sur la seconde face de la plateforme doivent alors couvrir largement les pertes accusées sur la première. C'est au moins pour cette raison qu'il nous semble difficile de parler de partage entre guillemets au sens du don entre guillemets défini précédemment. En effet, la donnée correspond davantage à un moyen de paiement bien souvent ignoré par l'usager, plutôt qu'à un partage avec une sorte de contrepartie pour l'accès à un réseau numérique riche en informations et l'usage des différents services mis à disposition par l'entreprise. À ce stade, nous pouvons distinguer au moins deux niveaux de partage. Reprenons l'exemple de Facebook. Lorsque l'usager du réseau partage des données, qui constituerait le premier niveau de partage, celui-ci les partage avec ses contacts et n'a pas nécessairement pour intention première de partager avec l'entreprise privée en question. Elle apparaît comme un moyen de partage. Mais l'usage secondaire de ces données qu'en fait l'entreprise, qui est souvent ignoré ou méconnu des usagers, constituerait alors un deuxième niveau de partage. Dès lors, le terme partage aurait-il aujourd'hui deux significations. La première signification, qui est la plus communément admise, serait une distribution plus ou moins consciente de biens matériels ou immatériels, sans réciprocité ni obligation mutuelle, directes ou indirectes, nécessairement attendues. La seconde signification particulière au nouveau réseau numérique privé serait une distribution, un droit d'accès ou un paiement plus ou moins conscient par l'usager avec ses propres données afin d'obtenir l'accès à un réseau numérique riche en informations et à l'usage des services mis à disposition par l'entreprise. Mais cette dernière modalité est significativement plus proche de la notion d'échange commercial que de partage. Elle permet alors l'accumulation quasi unilatérale d'un volume important de données et d'informations de grande valeur, d'échange et d'usage par différents acteurs, essentiellement du secteur privé, GAFA, BATX, permettant la recherche et le développement de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Parenthèse, il y a d'autres définitions du mot partage et s'il y a des chrétiens qui m'écoutent, n'hésitez pas en commentaire à donner la vôtre. Je continue la lecture. Vers un partage des données génétiques, l'exemple des États-Unis. Il est important de rappeler que l'émergence du partage des données génétiques est avant tout due à la vague importante d'innovations scientifiques et technologiques qui investit la génétique depuis la moitié des années 2000, au moment même où cette pratique montait en puissance au sein de l'informatique. Une baisse drastique et continue du prix et du temps de séquençage permet aujourd'hui le décryptage des génomes d'un très grand nombre d'individus en un temps réduit. Mais aux prémices de cette révolution, on parlait encore de publication et non de partage des données génétiques. Le mot partage fait son apparition avec le Personal Genome Project, PJP aux États-Unis, défini par son fondateur, le généticien américain George Church, comme la suite du projet Génome humain qui avait permis d'aboutir au premier séquençage complet du génome humain. L'objectif premier du PGP était de recruter une cohorte importante de participants prêts à rendre leur génome public sur Internet. Le sens du mot partage ici semble donc se rapprocher du plus commun, celui d'une distribution consciente de données relatives aux participants par les participants, en particulier leur ADN, mais avec une réciprocité et obligation mutuelle, au moins indirecte, attendue.
En effet, les objectifs de ce projet étaient multiples, mais les principaux étaient, selon leurs mots, le progrès scientifique, entre guillemets, et le bien du plus grand nombre, entre guillemets, soit un bien commun où le participant s'intègre également. Ainsi, dans le cas du PJP, la participation des volontaires fait de celui-ci un exemple de revendication des bienfaits d'un partage quasi altruiste, qui correspondrait à un bien commun qui serait au final recherché. Pourtant, cette idée de la recherche et du partage, peut-être quelque peu idéalisée dans le cas présent, ne saurait être dissociée désormais d'une autre idée, celle d'envisager sa santé comme un véritable capital qu'il faudrait connaître, valoriser et ou défendre. C'est en partie en suivant cette seconde idée que des nouvelles entreprises privées, ou biotech, ont vu le jour entre 2007 et 2008 comme Navigenix et Pathway Genetics. Le plus célèbre reste probablement 23andMe, comptabilisant aujourd'hui plusieurs millions de participants entre guillemets. Au départ, l'offre de service de 23andMe ressemblait à celle d'un test génétique relatif à la santé et à l'ancestralité. On vend directement sur Internet pour n'importe qui, sans l'intermédiaire d'un médecin et l'obligation d'une prescription médicale. Ce qui fut appelé le direct-to-consumer, en réalité, il s'agissait d'un two-sided market, ou plateforme biface. Sur sa première face, l'entreprise a collecté, et collecte toujours auprès du consommateur quel qu'il soit grâce à Internet, des échantillons biologiques et des données personnelles via l'offre d'un test génétique à un prix particulièrement attractif. Mais sur sa seconde face, ceci lui a permis de créer une biobanque, un lieu de stockage des échantillons biologiques, ainsi qu'une base de données, lieu de stockage des données issues du séquençage, entre autres, considérable, pour être valorisé en termes d'usage et d'échange auprès de la recherche et de l'industrie. Aujourd'hui, 23andMe a commercialisé plusieurs millions de tests et baissé significativement son prix depuis sa création en 2006. Le test coûtait environ 1 000 $ à son arrivée sur le marché et coûte aujourd'hui moins de 100 $. Une vente qui semble, au moins sur les premières années, avoir été quasiment à perte si on tient compte du prix de la puce à ADN utilisée et du prix de l'analyse. Mais cette perte a été soutenue par les 4 premières levées de fonds, estimées à plus d'une centaine de millions de $, et l'appartenance au consortium Global Screening Array, dont la seule structure française à en faire partie est le Centre national de recherche en génomique humaine, CNRGH. Cette perte et ces investissements s'expliquent par le fait que les bénéfices espérés ne concernaient évidemment pas la commercialisation d'un test. On parle ici de test PCR, je referme la parenthèse, mais l'usage des données stockées et transformées en informations valorisables auprès de la recherche et de l'industrie. Pour cela, l'entreprise a dû aussi parfaitement intégrer, au moins sur sa première face et de façon systématique, les outils et les techniques du social web. 23andMe est devenu alors une sorte de Facebook de l'ADN, où les usagers font circuler eux-mêmes leurs données génétiques en y ajoutant différentes données personnelles. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Google fut l'un de ses principaux et premiers investisseurs, et que désormais toute l'industrie du numérique cherche à investir dans la production, l'analyse et le stockage des données de santé. À noter d'ailleurs que les données génétiques produites entre autres par 23andMe intéressent aujourd'hui le PGP en proposant aux usagers de la biotech de partager leurs données génétiques. Ainsi, avec ces entreprises, le partage semble avoir aussi différentes significations.
Tout d'abord, le partage semble malgré tout signifier un échange d'échantillons biologiques associés à différentes données personnelles qui concernent le plus souvent l'ancestralité et la généalogie familiale, plus que la santé, contre l'obtention de différentes informations, l'accès à un réseau et différents services numériques. En même temps, il semble également signifier une mise en commun d'échantillons biologiques et de données personnelles, génétiques et de santé, qui est alors présentée par l'entreprise comme une action essentielle nécessaire à l'accélération du progrès scientifique biomédical. Cette dernière forme de partage ressemble à celle du PGP, sauf que la biobanque et la base de données de 23andMe ne sont pas en accès libre, open access, comme celles du PGP. Celles-ci sont protégées en termes de confidentialité et gérées par l'entreprise selon une logique proche de celle du propriétaire, en tant que le droit de jouir et de disposer des choses de manière absolue. La seconde signification du mot partage, en tant qu'échange commercial, particulière au nouveau réseau numérique privé, semble mieux convenir pour ces entreprises que la première. Il semble s'agir davantage d'une distribution, d'un droit d'accès ou d'un paiement plus ou moins conscient par l'usager avec ses propres échantillons biologiques et données personnelles. Ceci permet à ce dernier d'obtenir l'accès à un réseau numérique comprenant de nombreuses informations à un prix très bas, notamment celles le concernant. Santé, ancestralité. Il faudrait savoir aussi si ces informations sont exactes. Je ferme la parenthèse. Soulignons que d'autres plateformes d'origine nord-américaine plus ou moins privées existent en reprenant une organisation similaire à celle de 23andMe, mais en proposant d'autres modalités de fonctionnement. La caractéristique la plus remarquable de ces autres plateformes est qu'elles ne sont pas propriétaires de la biobanque et ou de la base de données. Certaines d'entre elles prônent alors un accès total et bilatéral à la base de données, comme SNpedia ou Open Humans. D'autres souhaitent un accès conditionnel mais contrôlé par les usagers eux-mêmes. Mais il semble difficile de parler de tendance, ou du moins pour l'instant, de tendance réellement efficace. Perspectives et enjeux pour l'Europe et la France. L'Europe n'est pas en reste sur cette question du partage des données génétiques. Elle séduit la majorité des pays européens, dont la France, mais davantage au sens d'une mise en commun d'échantillons biologiques et de données personnelles, génétiques et de santé, pour favoriser l'accélération du progrès scientifique biomédical. Dit-on. Cette valeur d'échange ou marchande que le nouveau monde libéral nord-américain semble vouloir désormais conférer à la donnée génétique est-elle bien loin de faire l'unanimité dans l'ancien monde européen et encore moins en France, que ce soit au niveau de la communauté scientifique ou de la société en général. Mais là, nous étions en 2017. Nous n'avions pas encore connu le Covid. Où les partages de données génétiques, c'est parti maintenant. Je reprends la lecture. Les États européens et l'Union européenne ont du mal à statuer d'une voix unique sur cette question épineuse du partage des données génétiques et surtout sur cette valeur d'échange potentiellement attribuable aux données génétiques. En France, il n'existe pas de loi réglant expressément cette question. La combinaison de plusieurs textes forme un cadre réglementaire très strict pour cette activité. L'offre de 23andMe est d'ailleurs interdite en France et pénalement répréhensible. L'accès à ses propres données génétiques est autorisé uniquement dans le cadre du soin et de la recherche, en présence au moins d'un médecin et d'un laboratoire agréé par les instances réglementaires requises selon le cadre. Agence de biomédecine, Comité de protection des personnes, Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, etc. Ceci n'est pas le cas de 23andMe et d'autres biotech similaires.
Rappelons que 23andMe a pu s'implanter en Europe, au Royaume-Uni, mais aussi au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Irlande et en Suède, qui font partie de l'Union européenne, ce qui montre la difficulté d'une homogénéisation européenne vis-à-vis des données génétiques. C'est dans ce cadre que le plan France Médecine Génomique 2025 a été lancé officiellement en juin 2016 par le gouvernement Valls. Ses objectifs sont multiples. Et si le premier est évidemment d'améliorer l'accès au diagnostic génétique dans le cadre du soin en France via uniquement des structures agréées par les instances réglementaires impliquées, le second est probablement de renforcer la centralisation de la production des données génétiques au niveau de ces structures. Ceci permettrait à l'État de garder, directement ou indirectement, le contrôle de cette production, mais aussi des modalités d'usage des données produites, en particulier vis-à-vis de la recherche et de l'industrie. Le partage semble signifier ici une mise en commun des données génétiques, à la fois pour le bénéfice de l'individu, valorisation clinique, et celui de la société, valorisation scientifique et économique. Dans ce modèle, un danger pourrait venir du participant lui-même. En France, avec ou non l'accord d'un médecin, le participant a le droit d'accéder à la totalité de ces données générées dans le cadre du soin, dont ces données génétiques. Dans ce contexte, il sera tenté de fournir ces données génétiques à ces entreprises privées pour obtenir des informations d'ancestralité, des prédispositions ludiques ou médicales, non validées en France, ou même des bons d'achat Amazon. Ainsi, même si cela est pénalement répréhensible en France, il sera très difficile de l'empêcher de le transmettre, via Internet, à des plateformes bifaces pour transformer ces données génétiques en différentes informations et donc de permettre leur valorisation scientifique et économique ailleurs qu'en France. À ce stade de la réflexion, il est essentiel d'aborder une autre idée. Derrière la question épineuse du partage des données génétiques se cache celle, tout aussi épineuse, de la propriété des données génétiques. En effet, les modalités de production et d'usage d'un bien ou d'un service, qu'il soit matériel ou non, sont difficilement dissociables du droit de la propriété. La problématique se complexifie encore lorsqu'il s'agit d'une donnée issue du corps humain, ce qui est le cas des données génétiques, lesquelles font l'objet d'une protection particulière en droit. Cette question de la propriété des données génétiques est loin d'être parfaitement traitée par le droit. Pourtant, l'exemple de 23andMe, du moins de sa partie biotech nord-américaine, montre que la génétique tend, elle aussi, à reprendre les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette économie numérique, bien que la production particulière de données génétiques reste pour l'instant centralisée. La donnée génétique tend à devenir un bien échangeable ou partageable et l'une des matières premières d'une nouvelle économie numérique libérale et mondiale. Il est impossible d'ignorer le fait que la donnée génétique possède aujourd'hui une valeur d'échange non négligeable, que le droit la considère ou non comme un bien. Pourtant, il nous semble plus difficile d'ignorer le fait que de nombreuses personnes soient aujourd'hui prêtes à payer cher, que ce soit en termes d'argent ou de données, pour obtenir l'accès et l'usage d'un réseau numérique riche en informations relatives à leur santé. Et surtout, il est très difficile d'ignorer le fait que parallèlement des structures constituent des stocks de données génétiques considérables nécessaires à une production d'informations de grande valeur, dont les bénéfices vont évidemment directement à ces structures et indirectement aussi aux États où elles se trouvent. À l'ère de l'économie numérique, qu'on le veuille ou non, le partage des données est devenu synonyme d'échange commercial et la donnée génétique synonyme de capital. Bon, moi ma conclusion là-dessus, c'est qu'on a des partenariats publics-privés qui se mettent en place autour des données génétiques. La situation
que nous subissons actuellement, c'est-à-dire l'obligation de produire des données génétiques pour accéder à certains services, ça s'est étendu maintenant au fait de voyager. Ou ce sera bientôt étendu, en tout cas ils aimeraient l'étendre au fait d'accéder à certains endroits comme les restaurants, etc. Stop Covid ou tous anti-Covid, c'est du partage de données génétiques. Donc on peut dire que l'État a pris le monopole sur les données génétiques des Français avec cette opération. Bon, à bientôt dans les commentaires. Salut.